Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire du cycle Béton de chambre en réhabilitation, organisé par Envirobat BDM en lien avec Construire en chambre et avec le soutien de nos partenaires, l'ADEME et le Conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je me présente, je suis Nicolas Guignard, je suis responsable du pôle réseau formation au sein d'Envirobat BDM. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes une association qui regroupe des professionnels de la construction et de l'aménagement durable qui œuvrent à l'échelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Depuis 2014, nous animons un groupe qui s'appelle Fibraterra et qui vise à accompagner le développement des filières locales de matériaux biosourcés et géosourcés grâce à différentes actions, organisation de journées d'échange, de visites de bâtiments, publication de ressources et organisation de webinaires comme aujourd'hui. Le béton de chanvre est un matériau qui connaît un développement important au niveau français et nous constatons qu'il est utilisé dans de nombreux projets en rénovation, notamment dans le logement. Alors l'objectif de ce cycle de webinaire, c'est de montrer que ce matériau présente un réel intérêt dans le cas de la réhabilitation et tout particulièrement dans l'ancien grâce à ses qualités. Aussi, nous avons choisi de vous présenter différents cas de figure pour l'illustrer. Alors, pour poursuivre ce cycle de webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Grégoire Mouly du bureau d'études LM Ingénieur. LM Ingénieur est basé à Paris. C'est un bureau d'études qui intervient en structure sur la thermique et bureau d'études environnementales. Et depuis sa création, il fait le choix de placer les matériaux biosourcés et géosourcés au cœur de leur action. Grégoire nous présentera 3 projets sur lesquels ils sont intervenus en mettant en œuvre du béton de chanvre. Sans plus tarder, Grégoire, je te passe la parole. Bonjour à tous. Merci pour la présentation, Nicolas. Je vais vous présenter en effet 3 projets de réhabilitation sur lesquels on a utilisé du béton de chanvre. Et je vais faire un tout petit tour d'horizon au départ sur un petit peu la démarche et ce qui nous a conduit à utiliser ce matériau et un petit peu sur les spécificités du béton de chanvre, qui est un matériau un peu particulier. Je vous explique un petit peu les principes de fonctionnement hygrothermique. Alors, hop, donc un petit zoom sur les questions de performance énergétique de l'enveloppe qui nous a conduit, nous, en fait, à utiliser le béton de chanvre. On a une approche, comme le disait Nicolas, à la fois structurelle et thermique, donc on est amené à intervenir sur les projets, à la fois sur les questions constructives, structurelles, enveloppe et clos couvert de manière plus large. Et c'est notre double compétence structure et thermique qui a fait qu'on s'est intéressé aux problématiques de typologie constructive et environnementale avec du coup la recherche de matériaux, l'intégration de matériaux bio et géosourcés avec des solutions qui deviennent de plus en plus courantes. Donc le premier petit cas que je vous présente, il permet juste de resituer un petit peu les quelques sujets et d'appréhender la question un peu des matériaux. Donc ce petit projet de réhabilitation qui était dans Paris à l'époque, en 2008, avec une agence ODS Architectes avec laquelle on partageait les bureaux, sur lequel on avait été sollicité pour un petit audit pendant la phase de travaux sur la solution qui était envisagée pour réhabiliter ce bâtiment, qui était du coup un bâtiment ancien, qui était avec un isolant type polystyrène par l'intérieur, euh, avec du coup le fait qu'on ait une façade patrimoniale enduite avec un avalement traditionnel chaud-plâtre sur la façade extérieure. Et on nous avait questionné sur l'utilisation d'une solution un petit peu alternative pendant la phase chantier. Et donc, nous, on a fait un petit audit et on s'est posé la question de quels matériaux pouvaient être adaptés à la maçonnerie ancienne et se poser bien sûr la problématique du comportement hygrothermique des parois et des problématiques de transfert de vapeur d'eau dans les murs. Donc, il y a un petit diagramme sur la droite sur lequel on constate deux principes de façade. La première qui était en haut la solution préconisée, c'est-à-dire une isolation par l'intérieur avec un polystyrène expansé en l'occurrence, et une autre solution qu'on avait proposée d'avoir recours à des matériaux biosourcés et donc le béton de chanvre. À l'époque, il y avait déjà quelques réalisations en béton de chanvre.
Et ce qui nous a paru intéressant dans ce matériau, c'était cette problématique de comportement hygrothermique et d'adéquation entre le mélange de chanvre que je vais vous présenter par la suite et la maçonnerie ancienne. Donc, ce qu'on peut juste constater là dans ce petit diagramme, c'est que on a deux adaptations un petit peu différentes. La première, on n'intervenait que par l'intérieur, et la deuxième, on proposait une solution sur laquelle on mettait un corps d'enduit isolant côté extérieur et un complément d'isolation intérieure en béton de chanvre. Et donc, ça permettait d'avoir, comme on peut le voir, un mur qui est du coup un peu moins sollicité que dans le cas par l'intérieur, où on se retrouve avec un mur qui est toujours très froid en hiver, et inversement, dans le cas du dessous, on garde un mur qui reste un peu plus proche de son comportement initial. Et surtout d'un point de vue déperdition, donc un petit rappel de l'ensemble des déperditions thermiques, hein, je vais faire ça très brièvement. On a tout ce qui peut partir par les murs, par les parois vitrées, les ponts thermiques, les toitures et le sol. C'est un peu voilà, tout le tour de l'enveloppe. Et, dans les deux solutions proposées, je vais vous montrer un tout petit comparatif des déperditions qu'on avait fait à l'époque. Entre la solution initiale, qui est celle qui est proposée à gauche, dans lequel on voit l'ensemble des déperditions que je vous ai présentées à travers l'enveloppe dans un petit gramme de couleur, donc avec chaque élément qui est nommé. Donc il y a le mur, toiture, sol, mesure extérieure, les locaux non chauffés, il y avait quelques parties de locaux non chauffés, les ponts thermiques et la ventilation. Et nous, en fait, notre petite intervention avait pour objectif d'intervenir sur la partie pleine, opaque, c'est-à-dire les murs, et donc aussi forcément les ponts thermiques. Et de par l'intervention sur la question de transmission de vapeur d'eau dans le mur, il y a un autre paramètre sur lequel on pouvait jouer, c'était la ventilation. Et donc, en fait, pour arriver à un bilan des déperditions qui était équivalent, on a joué sur les 3 paramètres en même temps. Et le fait d'ajouter un matériau qui soit un tout petit peu moins isolant, ça permettait quand même de jouer aussi sur les ponts thermiques, et d'avoir un matériau qui permette d'absorber de la vapeur d'eau, de jouer sur le paramètre aussi ventilation. Et en fait, c'est en jouant sur l'équilibre entre ces paramètres qu'on arrivait à isoler un tout petit peu moins les murs, à être plus performant sur les ponts thermiques, donc d'avoir une isolation qui était un peu plus homogène sur la continuité de l'enveloppe, et d'adapter les débits de ventilation avec une solution de façade qui était absorbante en vapeur d'eau. Et donc d'arriver avec un bilan de déperdition équivalent, mais une solution qui est à notre sens plus adaptée au comportement hygrothermique du mur existant, et un peu moins dévastatrice sur du long terme, parce qu'on sait que la problématique d'isolation par l'intérieur pose des sujets de condensation sur le côté intérieur du mur en maçonnerie, en cas bien sûr de migration de vapeur d'eau dans le matériau. Et puis une autre solution qui nous paraît intéressante, c'est d'aller vers des solutions où tout n'est pas misé sur le fonctionnement mécanique du bâtiment. Tout simplement, si la ventilation tombe en panne, on ne va pas aggraver les pathologies, et puis on ne va pas rendre le bâtiment invivable parce qu'on a des solutions qui nécessitent l'emploi indispensable de solutions mécaniques. Voilà. Donc c'est un petit tour d'horizon on plonge dans le cœur du sujet sur les questions d'enveloppe. Et donc je vais rentrer un peu dans le détail du matériau béton de chanvre. Donc le béton de chanvre, j'ai un petit problème de page qui saute, mais je vais m'en sortir. Donc une isolation biosourcée capillaire, comme je le présentais. Donc le béton de chanvre, il est composé de chêne vote. Donc le chêne vote, c'est ce qu'on voit sur l'image, c'est la tige du chanvre. Donc dans le chanvre, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a de la fibre, qui est ce qu'on voit, qui enrobe la tige centrale. Il y a aussi des graines qui sont utilisées pour les cosmétiques, pour l'alimentation, pour beaucoup de choses. Donc la chêne vote, c'est une partie du chanvre, un des débouchés. Et d'ailleurs, le bâtiment aujourd'hui, pour la partie chêne vote, c'est aussi une seule partie des débouchés. C'est utilisé pour de la litière de chat. Donc il y a déjà un gros potentiel de développement de la filière en termes de surface de production, et ensuite de débouchés possibles. Donc il y a une capacité aujourd'hui assez importante sur la construction en chanvre qui est encore entre guillemets sous-exploitée.
Le chanvre, il présente aussi j'ai passé le premier point, ça reste un matériau biosourcé qui stocke du carbone pendant la pousse, hein, comme le bois et d'autres matériaux, donc ça en fait un matériau biosourcé particulièrement intéressant. Et un des paramètres particuliers du chanvre, c'est que c'est entre guillemets un coproduit au sens où il est utilisé par les agriculteurs pour faire du renouvellement de culture. Au lieu de laisser les terres en jachère, on peut faire pousser du chanvre. Le chanvre, il n'a pas besoin d'intrants, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau, il pousse assez facilement. Donc c'est une culture qui est assez facile à mettre en place, qui a des filières de débouchés et qu'on peut utiliser justement du coup entre les rotations des cultures. Donc ça en fait un produit qui est assez intéressant pour les agriculteurs. D'où aussi une explication du fait que ça a tendance à se développer de manière assez importante. L'autre partie du matériau, c'est la chaux. Et donc chêne-vote plus chaux nous donne du béton de chanvre. La chaux, il y a plusieurs types de chaux. On a nous tendance à utiliser des chaux majoritairement aériennes. Je ne vais pas forcément m'étendre sur le sujet. Et le principe de la chaux, c'est le liant qui fait aussi la jonction capillaire entre les tiges de la chaîne, entre les tiges de chanvre, entre les éléments de chêne-vote. Donc, qui va permettre à l'eau de migrer au sein du matériau. Alors, la chêne-vote, elle a quelque chose d'un peu spécifique, c'est que elle a une structure microporeuse à différentes échelles. Une échelle millimétrique, une échelle micrométrique et une échelle nanométrique. Ce qu'on peut voir sur les images à l'échelle micrométrique, c'est qu'on voit des espèces de gros creux dans lesquels on a encore des micro-trous qui sont encore plus petits, qui sont à l'échelle nanométrique. Donc ça nous fait une structure un peu spécifique dans lequel il va se passer des choses particulières, c'est-à-dire que les échanges de vapeur d'eau, de transmission de changement de phase de l'eau, vont s'effectuer à des conditions de température et de pression qui ne sont pas forcément les conditions atmosphériques. Voilà, et donc ça, c'est lié à la structure microporeuse du matériau. C'est vraiment propre au chanvre, parce qu'on ne trouve pas forcément, par exemple, dans une tige en paille, ou dans une tige en paille, on va uniquement avoir le trou principal de la tige. Et donc, c'est ce qui va se faire que le béton de chanvre, on a des phénomènes de changement de phase à la fois en hiver et en été. Donc, le béton de chanvre se retrouve un matériau qui est très absorbant. Et la vapeur d'eau qui va du coup migrer dans le mur en hiver entre l'intérieur et l'extérieur, donc de l'intérieur vers l'extérieur, elle va se refroidir et en se refroidissant, elle va du coup condenser. Et en condensant, elle libère de la chaleur latente, la chaleur qui est nécessaire au changement de phase, et du coup, ça va réchauffer la partie intérieure du mur. On a le phénomène inverse en été avec un mur qui va se retrouver rafraîchi. Et donc, ce changement de phase, il est propre, comme je l'expliquais juste avant, à la structure microporeuse du chanvre. J'ai un exemple d'un bâtiment construit au Loge en Josas en région parisienne avec Dumont-Legrand Architectes, qui a été livré en 2016, c'est peut-être le début du chantier, il me semble en 2018 de mémoire, je n'ai plus tellement les dates en tête, pour un maître d'ouvrage qui était un promoteur privé. Donc, c'était des maisons à coller. On avait beaucoup présenté au maître d'ouvrage pendant les phases d'études les intérêts du béton de chanvre sur ce comportement hygrothermique. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant le chantier, du coup, le bâtiment était clos couvert, mais sans les fenêtres, donc pas encore clos, avec les murs en béton de chanvre projetés. Le béton de chanvre avait été projeté en hiver et il faisait une période un peu chaude donc on voit un peu plus en détail de 30 degrés, il faisait 30 degrés dehors, il faisait 28 degrés à l'intérieur du bâtiment, il n'y avait pas les fenêtres, donc la température intérieure était quand même assez proche de la température extérieure. Et on voit sur la petite image le relevé de la température du mur, la température de surface, qui est relevée à 16 degrés. Voilà, donc qui est une température assez basse, un peu comme on peut l'avoir dans une cave, et qui vient de cette problématique de transmission de vapeur d'eau au sein du matériau. Et la température du coup ressentie, qui est la moyenne entre la température de l'air et la température de surface, qui se retrouve à être à 22 degrés. Donc on rentre dans cette maison qui n'a pas de fenêtre avec une vraie sensation de fraîcheur. Et qui était un exemple assez important pour toutes les personnes qui avaient suivi le projet à ce moment-là, de dire bah, en effet, il y a quand même quelque chose qui se passe un peu de manière un peu particulière dans ces constructions en béton de chanvre.
Voilà un petit exemple pour mesurer un petit peu les problématiques de transmission de vapeur d'eau et de comportement spécifique du matériau béton de chanvre. Alors, on va étudier 3 cas de réhabilitation, sur lesquels je n'aurai pas forcément le temps de vous rentrer dans le détail de tout, mais vous pourrez me poser des questions dans la foulée. Donc 3 projets de réhabilitation qui ont été livrés entre 2016 et 2020, de logements à chaque fois. Donc le premier, c'est une réhabilitation pour la RIVP, qui est un bailleur social à Paris, d'un bâtiment de 10 logements sociaux rue de la Huchette, avec du Monogran Architecte, donc la même agence que celle avec qui on a fait les loges juste avant. Donc le projet est situé juste à côté de la Seine, donc la Seine-Haut, pas très loin de Notre-Dame. Et c'est un bâtiment du XVIIIe siècle, de R+5, R+4 plus des combles, et une petite aile en retour qu'on voit sur l'image que je vous présente, qui est l'image du projet, une image en 3D, dans lequel on avait les circulations verticales, qui, elle, pour le coup, n'a pas pu être conservée, parce que les façades étaient en trop mauvais état, ainsi que les planchers, et du coup, on a dû les reconstruire à neuf. Et pour la partie bâtiment principal, on a conservé l'ensemble des façades. Les planchers étaient constitués d'une structure en poutres marines, des poutres principales en chêne de 8 mètres de long, qui avaient été aussi dégradées du fait de surcharge des planchers au fil du temps. Donc, on a dû reprendre tous les planchers et conserver finalement uniquement les murs en maçonnerie. Donc, ce premier projet de réhabilitation, il nous repose la question à ce moment-là de la problématique du comportement hygrothermique des murs et de l'intervention sur un mur en maçonnerie ancien, et de proposer une solution qui va en adéquation avec la typologie constructive. Donc, on n'est pas très longtemps après le premier projet que je vous ai présenté, et donc, on propose au maître d'ouvrage la solution en béton de chanvre. La particularité, c'est que on a des murs en maçonnerie sur lesquels on a des épaisseurs d'enduit assez importantes côté extérieur, qui sont de 6 à 7 centimètres, enduit chaussable, et à l'intérieur, on a eu des doublages successifs, on a des conduits de cheminée, on a pas mal d'emprises de surface voilà, qui proviennent de ces différents éléments. Et donc, on propose la double solution enduit hygrothermique côté extérieur pour rester dans la même proportion d'épaisseur d'enduit, et ensuite doublage isolant côté intérieur en béton de chanvre. Et donc, vous voyez l'aile en retour qui a été entièrement déposée du coup et reconstruite, avec une façade en béton fibré, bon, qui présente la particularité là, c'est qu'on avait des sujets de reconstruire sur la fondation existante, avec des charges minimales en respectant les descentes de charges existantes, ce qui a conduit à une solution très fine, d'où le béton fibré, voilà, assez légère et qui prenait très peu d'épaisseur. Donc une petite image juste du chantier pour que vous vous rendiez compte voilà, de ce que c'était. C'est donc la reprise complète des planchers. Bon, pour la petite histoire, on voulait conserver les solives en chêne, ce qui avait été signé avec l'entreprise dans le marché, mais qu'elle a finalement pas souhaité faire pendant le chantier, donc elle avait finalement remplacé toutes les solives par des solives neuves, et trouvé une filière de réemploi pour les solives existantes. Et donc la première partie du chantier est constituée à refaire l'ensemble des planchers. La solution d'intervention sur les maçonneries telles qu'on peut le voir, c'était donc, comme je disais, une double utilisation du béton de chanvre, à la fois en enduit hygrothermique côté extérieur, c'est-à-dire le mélange, encore une fois, chaud et chambre, comme je l'ai présenté, avec une proportion de chaud un peu plus importante. Donc, on a un mélange qui est plus dur, qui est plutôt du registre à l'époque, avec le dosage de 800 à 900 kg du mètre cube, enduit hygrothermique, alors que le doublage isolant côté intérieur en béton de chanvre, il est à 350 kg du mètre cube dans le dosage de l'époque. Le même mélange chaud-chambre, mais dans lequel on a plus de chaînes Watts. Donc, on a cette double intervention qui permet, du coup, côté extérieur, d'apporter un peu d'isolation de par le fait qu'on respecte les proportions d'enduit existantes, ce qui permet de conserver l'ensemble des bonnets nature qui ont été conservés en l'état. Donc, en l'occurrence, c'était uniquement des bandeaux, les appuis de fenêtre. Et d'avoir du coup une épaisseur côté intérieur uniquement de 10 cm, qui n'est pas très importante. Le contexte énergétique, c'est le plan climat de la ville de Paris pour la réhabilitation. Donc, c'est une consommation d'énergie de 80 kWh par mètre carré par an.
selon le calcul RT existant, c'est-à-dire pour le chauffage, le chaud sanitaire, les auxiliaires de ventilation et de chauffage et la ventilation. Donc il n'y a pas de réfléchissement. Donc 80 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, sachant que le chauffage est de type chaudière individuelle gaz, avec une eau chaude instantanée, et ventilation simple flux, avec la petite particularité que la ventilation, l'air neuf, il n'est pas pris dans les fenêtres parce qu'on est sur une rue assez bruyante avec pas mal d'odeurs de frites, de choses comme ça, donc pas forcément très sympa. Et on avait fait prendre l'air, je vais revenir un petit peu en arrière, depuis la petite courette extérieure que vous voyez qui est végétalisée, l'air il passait en sous-sol, il est remonté par une gaine dans les parties communes pour distribuer chaque logement. Donc on avait un air qui était préchauffé, tempéré plutôt dans les 2 sens s'il arrêtait avant d'alimenter les logements, sachant qu'on est sur des logements de type T1, avec un schéma assez simple, un air qui rentre, au-dessus de la porte d'entrée et qui est extrait ensuite dans la cuisine ouverte sur le séjour et dans la salle de bain. Donc c'est pas très compliqué. Les 2 typologies d'utilisation du béton de chanvre. Donc à gauche, on a le doublage isolant intérieur, dans lequel on voit bien la paille de chanvre et la chaux, avec la proportion qui est celle du doublage intérieur, avec les masses volumiques que j'ai données, et l'enduit gros thermique côté extérieur, dans lequel on voit bien qu'il y a plus de chaux. C'est beaucoup plus dur. C'est pas la même chaux non plus, c'est une chaux blanche. Après, c'est propre là à la chaux qui a été utilisée. Et donc qui fait support d'enduit. Donc voilà les 2 solutions. Le béton de chanvre côté intérieur, il était projeté avec une machine. On voit l'image du chantier en bas à gauche dans la petite cour. On a le tamis dans lequel on met les ballots de chanvre, qui sont ceux qu'on voit à gauche, et la machine de droite, c'est la machine dans laquelle on met les sacs de chaux. La chaîne VOT, du coup, est acheminée par le gros tuyau qu'on voit dans la lance en haut à droite, et la chaux dans le petit, et l'eau arrive aussi au bout de l'anse, et du coup le mélange se fait au bout de la lance. Et donc on projette comme on voit la personne faire en haut à gauche, c'est sur un autre chantier, mais ça montre bien comment est projeté le béton de chanvre. Donc le béton de chanvre, il est projeté sur un fond de coffrage, en l'occurrence ici sur les maçonneries existantes, et donc sur une épaisseur de 10 cm. 10 cm dans le bâti ancien, forcément variable parce que les murs sont pas plans, donc ça permet aussi, le matériau projeté permet aussi de redresser un peu les murs et de régler cette question de fruits liés au bâti ancien. Et l'enduit côté extérieur, qui sur ce chantier-là avait été projeté, mélangé au seau, enfin à la bétonnière, et ensuite projeté au seau. Avec du coup, en l'occurrence, vous pouvez voir sur ce petit détail, des éléments qui permettent de faire le réglage de l'enduit pour régler l'épaisseur souhaitée côté extérieur. Avec bien sûr des maçonneries qui sont forcément un peu hétérogènes. L'intérêt de cette solution en plus sur du bâti ancien, c'est que on purge les maçonneries côté intérieur et côté extérieur. On revient vraiment au moellon, et ça permet du coup de déceler un peu des pathologies, de faire des reprises de maçonnerie si nécessaire, de rejointoyer l'ensemble des pierres, et ensuite de faire la projection champ avec un GOPTI, le cordon du côté extérieur, la finition, et puis côté intérieur, l'isolation béton de chanvre. Et la finition qui, sur ce projet, a été faite à la fois par un enduit sur certaines pièces, dont les pièces de séjour et chambres, et dans les cuisines et salles de bain avec une plaque de Fermacell. Donc l'enduit, quand c'était enduit, c'était directement sur le béton de chanvre, et la plaque de Fermacell, c'était du coup une plaque sur ossature bois. Petit, voilà, ça rejoint un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Je montre un peu les 3 typologies d'intervention entre l'état de mur existant dans l'état initial. On voit bien un matériau homogène implique du coup des variations de température linéaires dans le mur. L'intervention d'une isolation par l'intérieur avec une isolation un peu classique, conventionnelle, on peut dire type plaine souple, du coup plutôt assez isolante. On voit que le mur est surtout dans un climat de température très froid, et donc potentiellement peut-être plus sujet à des sujets de gel-dégel et un peu plus contraint aux conditions extérieures. Et la solution un peu mixte intérieur-extérieur avec le béton de chanvre qui permet de remettre le mur peut-être dans un climat un peu plus proche de son état initial. Voilà. Et puis en plus, on voit un peu sur ces niveaux de température,
d'amoindrir l'impact du pont thermique et donc forcément de pouvoir jouer sur cet équilibre de déperdition, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour optimiser les questions d'épaisseur. L'utilisation des matériaux biosourcés, on est souvent obligé d'être assez optimum. Pourquoi? Parce que c'est des matériaux qui sont un peu plus qualitatifs, qui vont coûter un petit peu plus cher et on ne peut pas se permettre d'en mettre des tartines. D'où l'objectif d'essayer d'être un peu précis dans les calculs de déperdition et dans les modélisations des ponts thermiques. On ne se base pas forcément que sur des calculs de catalogue, des valeurs de catalogue, on va modéliser les ponts thermiques pour en avoir des valeurs précises et essayer d'être le plus fin possible sur le calcul des déperditions. Autre point positif, du coup, j'en parlais au début du béton de chanvre, là, qui est un matériau biosourcé, c'est le bilan carbone. Ça, il faut juste rappeler que c'est un bilan carbone de l'époque, en 2015, donc on est un peu avant l'arrivée de la RE 2020, et donc avant toutes les modifications qui ont lieu sur notamment les fiches environnementales et sanitaires. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a eu quand même des changements assez importants dans les fiches, dans les déclarations ACV des matériaux. À ce moment-là, c'est qu'on a commencé à poser la question de la fin de vie des matériaux biosourcés. Et du coup, on a pris une hypothèse qui était de considérer, parce qu'il fallait forcément dire quelque chose, que les matériaux biosourcés étaient brûlés en majorité à la fin de vie, et du coup, le carbone qui avait été stocké pendant la pousse était rejeté dans l'atmosphère. Ce qui pose la question aujourd'hui de justifier de la fin de vie des matériaux. Le béton de chanvre, c'est comme le bois, on ne va pas brûler tous les bâtiments en bois quand ils sont arrivés en fin de vie. On va toujours trouver des filières de récupération, de recyclage, on va réutiliser les matériaux. C'est le cas pour le béton de chanvre, on peut le réemployer de différentes manières. Et donc, c'est des données qui vont évoluer. Nous, on a un travail de recherche sur justement la justification de la fin de vie du béton de chanvre et de la capacité de mettre en place des filières de réemploi. Donc, on peut le concasser, le béton de chanvre, après, et le réutiliser dans une nouvelle projection en béton de chanvre. Voilà, on peut aussi l'utiliser pour du remplissage, pour des choses diverses et variées. Donc, il y a une fin de vie possible et donc, on n'espère pas que ces fiches FDES vont évoluer assez prochainement pour avoir un bilan qui soit un peu meilleur. On voit en tout cas dans le bilan que je vous présente l'impact entre les différents matériaux. Donc, les parties maçonnerie dans lesquelles on a quand même vous avez vu les planchers qui étaient des chapes béton sur bac Lewis. Donc l'impact du métal et du béton, et la partie escalier de la petite cour en retour qui était aussi sur charpente métallique. Donc, et inversement, l'impact des matériaux biosourcés avec les isolants en béton de chanvre et il y avait de la fibre de bois dans les planchers. Et puis ensuite, forcément, l'impact des différents organes mécaniques, électricité, plomberie et chauffage, ventilation. Voilà. Et donc tout ça pour mettre en avant la justification de l'intérêt des solutions biosourcées. Donc, à l'époque, en 2015, on avait peut-être moins conscience de ça, mais c'est des éléments qui nous permettaient de convaincre maîtrises d'ouvrage et financeurs de l'intérêt de ces solutions pour arriver à un objectif de facteur 3, qu'on avait un peu du mal à atteindre avec des solutions plus traditionnelles, c'est-à-dire, en l'occurrence, dans le bilan qu'on vous propose, c'était des solutions au lait minéral un peu plus conventionnelles, dans lequel on voit en gris les émissions qui sont liées à l'utilisation et en bleu les émissions liées au chantier, à la réhabilitation. Et forcément, la réduction des consommations qui est liée à l'atteinte d'un plan climat, elle est très intéressante. Elle permet de diviser ses consommations d'usage, mais l'impact du chantier sur 60 ans, on peut le voir, est non négligeable. Et l'utilisation de matériaux biosourcés permet de réduire cet impact du chantier de manière assez importante et d'améliorer de manière assez large la réduction des émissions totales. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu convaincu de ça, mais c'est toujours important de le rappeler et c'est voilà, la solution aujourd'hui, même si on ne connaît pas encore la fin de vie des matériaux biosourcés qui aura lieu dans X années, en tout cas pas avant 50 ou 100 ans, c'est maintenant qu'il faut faire des efforts. Donc l'emploi massif des solutions biosourcées est une solution particulièrement intéressante. Deuxième petit exemple de projet, on est un peu dans la même époque, nous on est aussi en projet d'hiver en 2016. On est dans un cas un peu plus simple, on fait uniquement dans ce cas-là un ravalement thermique. Là, on est appelé par une copropriété qui a eu vent du fait qu'on on avait nous déjà quelques références en béton de chanvre à l'époque. Et donc là, le responsable du syndic de copropriété, qui est très intéressé par la question, nous sollicite
pour aider sa copropriété à mettre en place une solution en ravalement biosourcé sur leur bâtiment, qui est rue du Coulic dans le 14e, avec l'agence d'architecture North by Northwest, Richard Thomas et Christine Désert. Donc, on est dans le 14e arrondissement de Paris, dans un milieu assez dense. Le petit bâtiment, on le voit en rouge sur la rue du Quai-Dic. On est au sud d'Enfer Rochereau. Et donc, un bâtiment assez classique parisien, avec un bâtiment sur rue, une cour intérieure et un deuxième bâtiment sur la cour arrière, avec une façade sur rue qui a déjà été ravalée il n'y a pas très longtemps. Et donc, nous, on intervient sur les façades sur cour. Donc, il y a 3 façades. La façade qu'on appelait numéro 2, qui est la façade en retrait, façade sur cour du bâtiment sur rue, et les 2 autres façades 3 et 4 qui sont la façade sur cour du bâtiment arrière et la façade arrière du bâtiment arrière. Voilà. Et la particularité, c'est que chaque façade est un peu spécifique, a des particularités patrimoniales un peu différentes, comme on peut le voir sur la photo qui est ici. Donc, la façade de gauche, c'est la façade numéro 2, la façade arrière du bâtiment sur rue, qui a des petites modénatures assez simples parisiennes, c'est-à-dire que sur les 2 premiers niveaux, on a un petit peu des dessins, des simplement des petits traits dans l'enduit, des joints creux et des bandeaux. Et au-dessus, on a juste des encadrements de baies en surépaisseur d'enduit. Donc, on a quand même un petit côté patrimonial. La deuxième façade, elle est pour le coup très décorée avec des petits lions en faïence en céramique qui sont engravés dans la façade avec beaucoup de détails. Donc, une façade assez atypique. Et puis, la façade arrière sur cour qui est tout à l'arrière, qui est très simple, lisse avec quelques bandeaux. Et puis, en l'occurrence, beaucoup de réseaux à l'époque de gaz et des choses comme ça qu'on va déposer et qu'on va remettre à l'intérieur des bâtiments. Donc, quelques images un peu plus en détail des façades. Donc, la façade avec voilà, un caractère patrimonial assez simple, mais qui quand même nécessite de se poser la question du rendu qu'on va en faire derrière. La deuxième façade que j'expliquais, qui est très travaillée et un peu plus complexe, que vous voyez ici, avec les petits éléments céramiques incrustés, la faïence, et puis la façade tout à l'arrière qui est beaucoup plus simple. Et donc, nous, on propose à la copropriété plusieurs solutions. On ne vient pas forcément pour leur dire on va vous faire ça et puis c'est tout. On est toujours face à la copropriété, donc des solutions qui sont votées en assemblée générale. Donc, c'est jamais très simple, c'est très différent du marché public. Et on propose du coup différentes solutions en laine souple, en laine minérale, en laine de bois et en béton de chanvre. Et on leur présente ça à l'assemblée générale avec des devis d'entreprise et ils finissent par choisir la solution du coup en béton de chanvre. Sachant que du coup, les solutions en laine souple, on était sur 12 centimètres de laine souple avec un enduit, mais du coup un enduit mince, comme ça se fait en ITE, dans lequel on perdait le caractère patrimonial, sauf à venir coller des baguettes en polystyrène pour refaire les modénatures, ce qui n'est pas forcément très satisfaisant. Et la solution en béton de chanvre, qui est celle qui est présentée ici, avec 8 centimètres d'enduit hygrothermique, qui est le même enduit qu'on vous avez vu sur la rue La Huchette, et un enduit de finition de 2 centimètres, mais avec la particularité liée au fait qu'on peut, avec cet enduit-là, refaire des modénatures, qui était celle présente sur la façade numéro 2, c'est-à-dire de faire des surépaisseurs d'enduit, de refaire voilà, le travail que vous avez vu sur la façade existante. Alors, donc cette solution, elle est retenue pour les façades 2 et 4. Et pour la façade qui est très travaillée, la façade numéro 3, ils n'ont pas forcément accepté de faire l'enduit chauchant pour des questions économiques. Ça revenait un peu plus cher parce que du coup, ça sous-entendait qu'on déposait toutes les modénatures existantes pour les refaire à neuf, sachant que c'était aussi, je pense, un enjeu d'essayer de faire une solution comme ça. Et pour la petite histoire, la ville de Paris, qui est très regardante sur les façades, sur le règlement des façades, a accepté de nous suivre sur le ravalement de la façade numéro 2, qui est déjà un peu travaillé, mais il l'aurait pas fait sur la façade numéro 3. Voilà, ils trouvaient que bon, ils avaient encore un petit peu des doutes sur la capacité des entreprises à retravailler une façade comme ça. Aujourd'hui, si je pense que ce serait possible, hein, les savoir-faire, il y a toujours des gens qui savent faire des belles façades.
Et pour aussi un peu l'anecdote, au moment du dépôt des dossiers de déclaration préalable, il y avait une petite erreur qui a été faite pour cette façade numéro 2, dans lequel on avait coché la case ITE, alors qu'il s'agit d'un ravalement hygrothermique. Et donc, en fait, la ville de Paris a rejeté le dossier, n'a pas accepté, parce qu'elle n'acceptait pas une solution d'ITE sur ce type de façade. Bon, ça, c'est propre à la ville de Paris. Mais par contre, elle a accepté la solution enduit hygrothermique, c'est-à-dire elle a accepté la solution de rester sur des enduits. Donc, enduit, la particularité, c'est que j'expliquais tout à l'heure avec les questions de masse volumique, on est sur un matériau qui prolonge un peu la maçonnerie. Il n'y a pas cette notion d'introduire un matériau qui est très léger, sur lequel on va faire un enduit mince, plutôt monocouche. On reste sur quelque chose de très patrimonial. En fait, on épaissit le corps d'enduit, tout simplement, dans lequel on met de la chaîne VOTS, et on n'est pas du tout dans le même registre que la solution ITE. Donc, on est un peu moins performant techniquement sur le papier en termes de résistance thermique. Mais ce que je vous montrais un petit peu par ces petits diagrammes, c'est que malgré tout, les 8 cm d'enduit Chauchamp, ils permettent d'améliorer d'un facteur 2 la résistance thermique du mur, ce qui n'est pas négligeable, et puis d'améliorer la problématique de parois froides avec une température de surface qui va être augmentée. Donc, ce qui fait un peu un gain de confort pour les personnes à l'intérieur, et d'ailleurs ce qui a été assez notable, on a eu des retours assez positifs. Nous, en mettant une solution comme ça au départ, on se dit que les gens ne vont pas forcément sentir la différence, et il se trouve que les gens quand même sentent la différence en termes de confort. Il y a aussi, quand je parle de résistance statique, ça omet tout le comportement hygrothermique du béton de chanvre que je vous ai présenté. Et cette question de captation un petit peu de vapeur d'eau et d'humidité de la maçonnerie, ça va avoir tendance à assainir la maçonnerie. Et du coup, peut-être un petit peu la sécher, et encore une fois, d'améliorer son comportement thermique. On sait qu'un mur qui a un peu moins d'eau, il va être un peu plus isolant, il va être un peu plus confortable. Il va avoir tendance à un peu moins transmettre la chaleur. Donc, ça, c'est cet effet un petit peu dynamique du béton de chanvre qui n'est pas modélisé dans les calculs, mais qui fait en sorte que le matériau est un peu plus performant dans la réalité que sur le papier. Voilà. Grégoire, excuse-moi, on peut se donner 10 minutes pour Ouais, terminer? bien sûr. Eh ben, ça va marcher. Quelques petites images du chantier. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, on purge les maçonneries pour revenir jusqu'à la maçonnerie initiale. Donc, en l'occurrence, sur un bâtiment comme ça qui est constitué de briques, de moellons, de différentes choses. La prolongation des appuis de baie, parce que là, pour le coup, on surépaissit l'enduit existant, qui sont prolongés avec un mélange chaude-plâtre et puis protégés par une couvertine zinc. Le coffrage qui permet de régler le béton de chanvre autour des encadrements de baie. Ensuite, la projection du béton de chanvre, qui est du coup, vu l'exiguïté du site, qui a été faite encore une fois à la bétonnière et puis projetée sur la façade. Et ensuite, la réalisation de l'enduit, les garde-manger qui ont été déposés, qui ont été réhabilités, isolés par l'intérieur et puis reposés. Et donc, enfin, l'enduit en plusieurs passes avec la réalisation des modélisatures sur cette façade quand même patrimoniale. Et puis, voilà le résultat en fin de chantier. Donc, on retrouve le caractère de la façade initiale avec la mise en œuvre de cet enduit hygrothermique isolant. Et puis la façade non isolée que vous voyez juste pour la petite photo. Et la façade arrière, voilà, toute bête, toute lisse, assez simple sur la façade arrière. Et du coup, le dernier projet qui va être un peu rapide, mais sur lequel on va juste voir quelques images de chantier un peu plus explicites que sur la Hachette. C'est aussi un bâtiment réhabilité du 18e. Là, on est au sud de Paris, à Brunat, dans le 91, dans l'Essonne. La maîtrise d'ouvrage, c'est Habitat Humaniste, mais on reste avec les mêmes architectes du Mont-de-Grand que la rue de la Huchette, livré en 2020, donc beaucoup plus récent. Et donc, on voit le bâtiment là qui est à l'angle de deux rues, en face de l'église, donc un bâtiment quand même dans un environnement assez patrimonial, avec des façades un peu travaillées, sur lequel on n'a pas le loisir d'intervenir sur l'extérieur, parce qu'on est très contraint sur des questions d'épaisseur de façade, parce que la rue passe juste là, et puis on conserve un peu des modélisatures existantes, donc on va juste faire un ravalement plâtré chaud côté extérieur, et on va intervenir uniquement par l'intérieur. On va aussi devoir refaire tous les planchers, parce qu'ils n'étaient pas capables de supporter des charges d'exploitation actuelles, avec des planchers qui étaient très légers pour l'époque. Et donc, petite image du chantier, dans lequel on purge encore une fois les maçonneries. Là, on est sur encore d'autres types de maçonnerie que
que la rue de l'UHS, c'est assez marrant, mais on fait juste, je ne sais pas combien de kilomètres on est de Paris, on n'est pas très très loin, mais on est sur d'autres typologies de maçonnerie avec d'autres mortiers pour faire les joints. Voilà, ils sont un peu plus terreux que les joints qu'on avait dans Paris, qui étaient un peu plus de plâtre. Et du coup, c'est assez marrant. On retrouve quelque chose qui est vraiment propre au site où ça a été construit. Donc, ça permet encore une fois de retravailler les maçonneries, de les remettre un peu en état, de rejoindre le foyer, de vérifier l'état des joints. Et ensuite, la solution qui est proposée, c'est 12 cm côté intérieur avec enduit ou fermacelle. On a eu majoritairement du fermacelle, mais on a fait quelques logements enduits parce qu'on a instrumenté les murs et du coup, on voulait avoir différents cas d'instrumentation. On a mis des petites sondes de température à différentes épaisseurs du mur pour vérifier les comportements hygrothermiques du mur. Donc, c'est une campagne de mesure qui est en cours avec le CEREMA, sur lequel on a déjà des premiers retours de résultats et puis on va continuer à en avoir pendant encore 1 an et demi. Et donc, le bâtiment réhabilité, donc côté extérieur, et les petites images du chantier. Donc, le panneau de fermacelle, il est tenu par une ossature bas que vous voyez là. On voit le mur en maçonnerie qui a été déjà, sur lequel on a déjà projeté un GOPTI, donc a permis de rejoindre un peu les maçonneries. Et on est en train de projeter le béton de chanvre, voilà, que vous voyez sur cette image. Et ensuite, j'ai pas d'image, voilà, le béton de chanvre qui est ensuite réglé entre les montants d'ossature, sur lequel on va venir fixer le panneau de fermacelle. Et voilà. Donc, je vais vous laisser si vous avez des questions. Merci beaucoup, Grégoire. Timing parfait. Merci pour cette présentation. Donc, on va passer au temps de questions. Si certains d'entre vous souhaitent avoir un petit peu plus de précision sur les projets que Grégoire a présentés. Ah, je vois Carlos qui lève la main. Je t'invite à poser ta question en direct. Oui, oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, oui. C'est juste au début de la présentation. Bon, merci pour la présentation, c'est hyper intéressant d'avoir tous les cas d'études. Juste, il y avait une question plus sur le calcul de déperdition des ventilations au tout début, les graphiques qui étaient montrés. En fait, je n'ai pas compris les rapports entre, si j'ai bien compris, un rapport entre la régulation hydrothermique et la diminution de débit pour la ventilation, et c'est comme ça qu'on gagne un peu en déperdition, non? C'est ça. Voilà, c'est juste Ouais, en fait, reprendre c'est un juste peu ce sujet. à l'époque, on avait trouvé qu'ils avaient pris des débits, alors j'ai plus les hypothèses en tête, mais ils avaient pris des débits de ventilation par personne qui étaient assez importants et associés à une solution du coup très étanche des murs parce que polystyrène. Et nous, comment est-ce qu'on a calculé le fait de réduire le débit de ventilation? Alors, de mémoire, c'était peut-être on était passé de 25 mètres cubes par heure par personne à 18, donc on restait dans des proportions raisonnables. Mais le delta, on l'a justifié par le fait qu'il y a une partie de la vapeur d'eau produite par les personnes qui a été absorbée par les murs. D'accord. Donc, c'est ça qui nous a permis de faire ce petit delta et de se dire, du coup, on peut s'autoriser un débit de ventilation un petit peu moins important et donc de réduire les déperditions par la ventilation pour retrouver le niveau d'équilibre. OK. Voilà. Je vois une petite question, je vais répondre rapidement sur aucune membrane dans ces projets pour l'étanchéité à l'air. On est toujours dans des projets de réhabilitation. La particularité, c'est qu'on est sur un mur en maçonnerie existant et le béton de chanvre, il n'est pas étanche à l'air, en effet. Il est quand même, on parle de porosité ouverte, hein, donc en effet, il y a un petit chemin d'air qui peut cheminer dans le béton de chanvre. Et là, ce qui assure l'étanchéité à l'air, c'est les maçonneries avec leur rendu côté extérieur. Donc, c'est ça sur lequel on va travailler. Dans le cas d'un bâtiment neuf sur lequel on aurait du coup un mur en béton de chanvre avec uniquement du béton de chanvre, l'étanchéité à l'air, elle serait assurée soit par des enduits extérieurs, si on a un enduit. Dans ce cas, on ferait attention à toutes les jonctions d'enduits avec les menuiseries, avec les toitures, avec l'ensemble de la périphérie de tout ce qui fait l'étanchéité à l'air. Et on peut aussi mettre en œuvre ça avec des bardages. Dans ce cas-là, on met une membrane extérieure qui est par pluie et par vent, qu'on va scotcher et qui va faire l'étanchéité à l'air. Dans lequel on va aussi devoir gérer toutes les jonctions d'étanchéité à l'air entre la membrane et les menuiseries, la membrane et puis les membranes de toiture et ainsi de suite. Et du coup, pour compléter sur cette question de membrane, il n'y a pas non plus de membrane frein-vapeur intérieure. Pourtant, on est sur un cas d'isolation par l'intérieur. Parce que le béton de chanvre va gérer lui-même un peu son humidité. C'est vraiment propre au matériau.
Je vous avoue que nous-mêmes, en fait, la première fois, on a construit un bâtiment neuf en pierre de taille à Paris-Oberkampf avec 10 cm de béton de chanvre à l'intérieur, on s'est beaucoup posé la question, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir de pathologie au niveau de la jonction béton de chanvre mur avec des phénomènes de condensation? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le béton de chanvre, il condense, la vapeur d'eau condense dans le béton de chanvre. Donc, en fait, elle ne va pas condenser sur la face intérieure du mur. Donc, il n'y a pas de membrane. Alors, je remonte un peu parce qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées. J'ai fait sur les membranes. Le béton de chanvre qui tombe, en effet, au sol, là, on peut le réutiliser pour le remettre dans la machine et le reprojeter, ou bien le réutiliser pour combler s'il y a des trous en tête de mur. Après, c'est sûr qu'il y a toujours un peu de perte qui peut être réemployé directement. Comme c'est un peu malléable, on peut le prendre et on peut reboucher les trous avec. Donc, on peut le réutiliser, voilà. On a vu cette même question sur le webinaire précédent avec Daniel Bayol, que je vous invite à revoir si vous ne l'avez pas vu, où lui, il le prend déjà en compte pour l'utiliser pour une chape Par qui exemple, prend ouais. directement les rebuts pour Ouais. les utiliser en mise en œuvre en chape. Sachant que finalement, dans un projet, il y a toujours des petits trous à boucher par-ci par-là. Après, il y a une quantité qui est pas négligeable, hein, qui est de l'ordre de 5 à 10%, je pense. Donc, voilà, vu que ça coûte un peu cher, il faut quand même essayer de pas trop le gâcher, quoi. Les réseaux électriques. Dans un doublage par l'intérieur, ce qu'on va faire, dommage, j'avais pas de photo, parce que j'ai un peu réduit le nombre de slides. On va mettre des petits, en fait, on voit pas sur l'image, mais s'il y avait des réseaux, en fait, on les aurait fait courir sur la maçonnerie. On aurait mis les fours électriques. Je peux même, attendez. Ils sont noyés, c'est noyé dans Ils sont du coup noyés dans le béton de Oui. chanvre et on va mettre en place un petit boîtier électrique qui va du coup faire l'épaisseur du béton de chanvre pour venir fixer le boîtier au nu intérieur de la paroi et puis mettre le cache de prise, voilà. Donc ça, c'est assez facile, ça existe sur le marché, c'est pas très compliqué. Ça fait souvent peur aux électriciens au départ, mais dès qu'ils voient la solution, ils arrivent très bien à le mettre en place. L'enduit qui a été appliqué côté intérieur, dans le cas où il n'y avait pas de fermage-sèche, c'était un enduit chaussable de à peu près 1,5 cm avec on a mis, parce qu'on avait fait rue de la Huchette et on avait dû faire ça ici, on a mis juste 2 grains de sable différents, un premier un peu plus gros pour l'accroche et puis un deuxième un peu plus fin pour faire une finition qui soit qui soit pas trop qui soit un peu fine côté intérieur, voilà. Est-ce qu'on peut imaginer remonter un mur en moellon avec un mortier à base de béton de chanvre? Ça rejoint un peu la question du béton de chanvre structurel. On sait que le béton de chanvre, il a une capacité, il a une résistance à la compression qui est pas négligeable. Et aujourd'hui, on n'utilise pas encore le béton de chanvre pour justifier, par exemple, qu'il peut contreventrer entre des ossatures. Donc ça va être difficile de justifier qu'on va l'utiliser en mortier pour remonter des murs en moellon. Et je donnais un exemple de rejointoiement des murs. Quand on purge un peu les enduits existants pour venir jusqu'à la maçonnerie, on va forcément un peu gratter entre les pierres. Et ce rejointoiement, en fait, ça va être le gobetit, on va le faire avec de la chaux. On peut mettre un petit peu de paille de chanvre dedans, c'est pas impossible. Mais je pense qu'il faut garder à l'idée que peut-être faudrait se donner une masse volumique minimale pour dire que la chaux elle peut permettre de jouer son rôle de liaison. Mais aujourd'hui, j'ai pas de données précises qui pourraient dire oui, on pourrait ou pas. Je pense que par précaution, j'aurais préféré quand même réenduire, remonter des joints à la chaux. De toute façon, il faut imaginer que si on parle d'un point de vue thermique, on est entre les pierres qui ont une conductivité qui est plutôt du registre de 1, 1,2, 1,4, 1,6. Donc voilà, je pense que ça va pas être fondamental thermiquement de jouer sur les joints, quoi. Autant garantir que le mur, il va bien tenir. Enfin, moi, je préfère avoir la sécurité que le mur, il va tenir et puis d'avoir la solution côté intérieur qui va fonctionner d'un point de vue hygrothermique. Est-ce qu'on peut utiliser un enduit extérieur sur des plaques? On peut faire les enduits sur plaque, moi, les seuls que je connais, c'est type Stovantec, hein, il y en a pas 50 000. Donc, c'est une plaque sur rail, quoi, type bardage. Après, l'intérêt du béton de chanvre, c'est qu'il est support d'enduit. Donc, on peut toujours, pour des solutions sur lesquelles on va faire un enduit sur le béton de chanvre, plutôt que d'aller faire sur une plaque. Voilà, c'est un peu. Voilà. Mais ça peut arriver. Voilà, c'est pas impossible. Et du coup, dans ce cas-là, c'est des plaques. Le Stovantec, c'est un peu comme du power panel, c'est un effet quelque chose d'un peu fibro-ciment, quoi.
Une autre question. L'impact environnemental, justement. L'environnemental, en effet. Alors, je n'ai pas le détail, mais j'ai un détail, en effet. Pour regarder la fiche FDES, on voit très bien les chiffres entre l'impact environnemental de la chaux et du chanvre. Ce qui est sûr, c'est que le chanvre, en effet, c'est la partie biosourcée, donc c'est la partie qui stocke, mais la chaux, alors ça va dépendre du type de chaux, mais aujourd'hui, la fiche environnementale qui existe, c'est une fiche collective. C'est-à-dire qu'elle va faire la moyenne entre différents produits, donc à la fois des chaux hydrauliques et des chaux aériennes. Il faut savoir que la chaux aérienne qui fait sa prise à l'air, en fait, elle va faire sa carbonatation en récupérant du CO2. Donc, en fait, elle va récupérer une partie du CO2 qu'elle a émis quand elle a été brûlée. Alors que la chaux hydraulique fait sa prise à l'eau. Donc, il y a une petite différence entre les chaux. Alors, je ne saurais pas dire les chiffres parce que pour le coup, moi, je ne suis pas chaulier, mais on les trouve, hein, ils existent. Mais du coup, c'est pour ça que l'impact n'est pas si mauvais non plus parce que alors la chaux, elle est aussi brûlée à des températures qui sont, j'ai plus les chiffres en tête, qui sont pas, qui sont moins fortes que le ciment. Et puis il y a le fait d'avoir la carbonatation pour la chaux aérienne. Nous, on a toujours tendance à privilégier des chaux majoritairement aériennes. Pourquoi? Parce qu'il y a cette question un petit peu déjà de bilan carbone. Et puis, il y a la question du fait que la chaux aérienne, quand elle fait sa prise, comme je disais, elle fait sa prise à l'air. C'est-à-dire que l'eau, elle va s'évacuer du béton de chanvre et elle va créer ce réseau capillaire. Alors que la chaux hydraulique va avoir tendance à sécher et va garder un peu plus son eau. Donc, en fait, on ne va pas avoir le même réseau capillaire dans une chaux aérienne que dans une chaux hydraulique. Et ça, c'est assez important parce que ce réseau capillaire, c'est ce qui fait qu'on tire bénéfice du comportement spécifique de la chaîne VOT. Voilà. Sur Petite le question terre-chanvre, pour le terre-chanvre. Alors, le terre-chanvre, c'est une solution en effet qui est très intéressante. Nous, on n'a pas encore malheureusement fait de projet en terre-chanvre, on aimerait bien, mais ça va peut-être venir. On a fait des expérimentations du registre dans des ateliers de mélange terre-chanvre. Il y a des gens qui en font déjà. Il y a Copertica qui est dans le Loir, je ne sais plus où ils sont, à l'ouest de Paris, qui font déjà ça, c'est pas mal. La particularité du chaux-chanvre aujourd'hui, c'est qu'il est encadré par une règle pro et le terre-chanvre pas encore. Donc, quand il sera encadré, ce sera plus facile de mettre en œuvre. Aujourd'hui, ça ne l'est pas encore. C'est un peu tout le problème de la terre. On aimerait bien que la terre, ce soit un peu plus facile. Mais on n'a pas encore les éléments qui permettent de justifier de l'assurabilité. oui. À ce sujet, Daniel Bayeul nous a précisé qu'au niveau de construire en chanvre, il y avait un groupe de travail qui démarrait sur le terre-chanvre. Donc, on va avancer. On va avancer. On est encore aujourd'hui en train de résoudre des problématiques sur le chaux-chanvre, notamment vis-à-vis des prochaines règles pro qui vont sortir sur les questions de hauteur et des classifications des bâtiments. Il y a eu des essais au feu qui sont très bons qui ont été faits. Le béton de chanvre, il est grosso modo. Alors, il y a un PV qui classe un mur en béton de chanvre EI 240. Donc, c'est très bon pour un matériau biosourcé, ce qui fait que il y a un grand intérêt, notamment sur les bâtiments en 3e ou 4e famille, avec les nouvelles questions de feu dans les bâtiments d'habitation. Donc, ça en fait une solution de sourcing qui est assez intéressante. Voilà. Et donc, voilà, toutes ces questions-là sont en train d'être font des objets de recherche et d'avancer pour permettre de produire des documents qui permettent de justifier ce comportement et de construire avec ces solutions. Donc, le terre-chanvre, il fait aussi son petit bout de chemin, il va finir par arriver. Voilà. Comment la toiture et les combles alors la continuité, du coup en toiture et en comble, l'étanchéité l'air, elle est faite par une membrane par pluie par vent ou aussi par le frein vapeur intérieur. Donc on va faire en sorte qu'on va assurer des continuités entre les membranes et le béton de chanvre. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? En l'occurrence, dans les projets de réhab, comme c'est le mur en maçonnerie, on va assurer la continuité entre les maçonneries et ces éléments de membrane. Et quand on est sur du neuf, on va assurer la continuité entre les enduits extérieurs et les membranes, ou entre membrane et membrane, on va les scotcher entre elles. Et quand c'est en membrane, ce qu'on a, c'est on a un petit scotch, ce qu'on appelle le Contega de chez Proclima, qui est une trame avec une partie collante, une partie tissée. Et on va coller la partie collante sur la membrane et la partie tissée va être noyée dans l'enduit. Et du coup, l'enduit va recouvrir une partie du scotch et du coup, va faire en sorte qu'on ait une continuité entre l'enduit et la membrane. Donc, ça peut faire l'objet d'un autre webinaire sur les Voilà les 2-3 questions qui restent. Du bâtiment neuf. Ensuite, donc voilà, il y a quelqu'un qui donne un lien pour le béton de chanvre, c'est très bien. Il y a aussi le site de Tradical, dans lequel il y a beaucoup d'informations et d'autres fabricants d'ailleurs. Le béton de chanvre est construit avec une structure existante en béton classique. Nous, on a fait des projets neufs en superstructure béton et façade en béton de chanvre, dans lequel la solution, c'était des façades en ossature en béton de chanvre posées sur les dalles en béton et qui venaient enrober toute la superstructure en béton.
et non pas en isolation par l'intérieur. On pourrait aussi le mettre en œuvre en isolation par l'intérieur. Nous, on l'a fait sur de la pierre, sachant que la pierre, elle a forcément pas tout à fait le même comportement capillaire que le béton, mais une pierre dure, elle en est pas très loin. Parce qu'on est sur à peu près les mêmes conductivités thermiques et des porosités qui sont pas forcément très éloignées, donc on peut tout à fait l'envisager. L'entreprise qui a fait le chaud-chanvre, alors il y en a eu plusieurs sur le projet de la rue de la Huchette, c'est SMB, Cheta Maintenance Bâtiment, Monsieur Mohamed Cheta, qui est au sud de Paris. Sur le projet du Quedix, c'est JRBAT, Monsieur Feldman, JRBAT, l'entreprise. Et à Brunois, c'est LCB Bâtiment, mais qui a fait le béton de chanvre avec, on voit ce qui s'est formé sur le chantier avec Gérard Lenain, qui est à droite dans sa chemise à carreaux, qui est grand spécialiste du béton de chanvre. Est-ce qu'il faut stabiliser le béton de chanvre? Non, c'est pas la peine avec du ciment. Il faut savoir que dans la chaux, qu'elle soit C'est sur le terre-chanvre la question, c'est pour le plus spécifiquement sur le Ah oui. terre-chanvre. Bah non, non, pas forcément. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est plutôt ce qui fait qu'on arrive à faire du béton de chanvre aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup d'essais qui ont été faits sur le matériau qui permettent de justifier de ses propriétés, que ce soit thermique, que ce soit de compression, choses comme ça. Et il faudrait mener un peu des études sur le béton de terre-chanvre avec ça. Mais se pose toujours la question de la terre, c'est qu'il faudrait en fait, quand on fera un produit, le couple chaux-chanvre, il est validé par le constructeur en chanvre, donc le liant, la chaux, c'est un produit industriel. Il faudrait avoir une terre qui soit en fait sur laquelle on a toujours les mêmes garanties, les mêmes propriétés. Donc si on a quelque chose comme ça, il n'y aurait pas de souci. Mais c'est un peu toute l'ambiguïté de la terre, c'est d'arriver à la caractériser pour être sûr qu'on a un produit qui correspond à nos attentes. Et je pense que quand on pourra avoir des éléments qui permettent de justifier ça, on pourra avoir un peu plus de facilité. Et puis une dernière question peut-être sur la protection au feu. Peut-on mixer fibre de bois et béton de chanvre? Il faut faire attention quand on va mixer fibre de bois et béton de chanvre aux questions Réaction peut-être entre la chaux et puis comportement hygrothermique. Il y a des projets qui ont été faits comme ça par Christophe Lubert à Nantes, dans lequel il a fait des murs prépa avec une fibre de bois côté extérieur et béton de chanvre dans l'épaisseur du côté intérieur. Dans ces sens-là, je pense que ça ne pose pas de problème. S'il y a une fibre de bois côté intérieur, il va falloir faire attention. Il faut savoir qu'ils n'ont pas le même comportement à l'eau. Le béton de chanvre qui a tendance à gérer lui-même l'eau, il peut créer des pathologies sur les isolations intérieures. Donc attention, on a toujours tendance à ne pas mettre de doublage intérieur côté béton de chanvre à l'intérieur. Ouais. Quel est le coût des solutions? Toute dernière question sur les coûts. Dernière question. Le béton de chanvre en doublage, comme on voit là, on peut compter, ça va dépendre des régions, des entreprises, mais le prix il peut varier entre 500 et 700 € du mètre cube, le mélange chanvre. Voilà. Fourni, posé, projeté sur place. Non compris purge des maçonneries, ossature bois et compagnie. Enfin, le mélange chanvre, on est un peu dans ces gammes de prix-là, quoi. Alors, c'est des prix qui varient un peu dans, bien sûr, région parisienne ou pas. Donc, et puis une petite dernière, est-ce qu'il y a du sens à appliquer une miteux béton de chanvre sur une maison individuelle en parpaing? Et ben, il y a quelqu'un qui fait ça en ce moment à côté de Besançon. C'est un peu, ça rejoint un peu la problématique. On préfère que le béton de chanvre il soit en contact avec l'intérieur, mais de par son comportement hygrothermique, il va quand même faire quelque chose côté extérieur. Donc je pense que ça reste des solutions intéressantes et notamment vis-à-vis du confort d'été. Voilà. Pas que, mais notamment. Voilà. Quelle épaisseur? En général, on est entre 10 et une quinzaine de centimètres, quoi. Voilà. Je sais pas ça. Merci beaucoup. On va clore les questions pour ne pas trop déborder. Grand merci Grégoire pour cette présentation et puis pour avoir répondu à toutes les questions. Donc ce webinaire sera diffusé ultérieurement en replay sur notre chaîne YouTube. Le dernier webinaire du cycle aura lieu vendredi prochain à la même heure. On sera en compagnie de l'architecte Damien Blaise qui nous suit aujourd'hui, que je salue, et de Daniel Bayol, et qui nous présenteront la réhabilitation de l'école de la Roseraie, donc un ERP à Marseille. Un bel exemple. Hâte de vous faire découvrir.
Ma collègue Clara vous a diffusé une petite fiche de synthèse que nous avons réalisée. N'hésitez pas aussi à la consulter. Et il ne me reste plus donc qu'à vous souhaiter à tous bon appétit et bonne journée. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir.